vous retrouver après cette soirée football sur Europe 1 et je vous invite maintenant à vous installer confortablement et à profiter du calme et de la douceur de la nuit pour parler de vous et de votre vie en toute quiétude. Sonia et Paul attendent vos appels au 39 21. Romain Diomède veille au bon déroulement de l'émission en régie et bien sûr, je compte également sur vos messages qui me parviennent par mail sur le site europe1.fr et par SMS au 7 39 21. Des messages aussi de la page Facebook de l'émission que m'a communiqué Sonia, des auditeurs qui nous écoutent loin, puisqu'il y a Romain qui nous écoute du Japon en podcast bien sûr et qui dit je vis un peu tous les jours Lost in Translation, le fameux film dont on a beaucoup parlé, mais votre écoute me rappelle mon pays, j'aimerais tant vous joindre, mais dit Romain c'est un peu compliqué avec le décalage horaire. Et puis il y a également Isabelle qui elle est au Mexique, donc qui écoute également en podcast bien sûr et qui n'a pas oublié la culture française puisqu'elle tenait à rectifier une chose dite dans l'émission. Un auditeur avait parlé de la citation souvent femme varie bien folle qui s'y fie. Elle dit de Montaigne, mais non, j'ai failli m'étouffer avec mon birritos, c'est de François Ier. Voilà, je voulais vous le signaler. Alors moi il y a une chose que je vais vous demander, c'est quoi un birritos ma chère Isabelle, et j'espère que la réponse peut passer sur les ondes à cette heure-ci. Allez, c'est à vous de jouer maintenant, 39 21 pour me parler ou pour dialoguer avec un auditeur ou une auditrice. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Bonsoir Sylvie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci pour votre émission. Vous êtes la bienvenue, merci d'y participer. Merci. Alors moi je vous appelle ce soir parce que, voilà, comme je l'expliquais à vos collaborateurs, j'ai l'impression d'être dans une impasse depuis quelques années, mais qui s'accentue jusqu'à devenir aujourd'hui un peu pénible. Voilà. Quel genre d'impasse ? Sur quel plan sur le plan personnel, donc 2 échecs maritales, une relation depuis 8 ans. Nous nous sommes paxés l'année dernière et alors je dirais pas que depuis le pax ça ne va plus, mais en tout cas ça se dégrade. Je dirais Ah bon ? Ça va pas bien entre vous ? Non, ça va pas bien. Alors depuis le début, parce qu'il y a eu, pour un peu expliquer, mon compagnon actuel a divorcé il y a 9 ans. Oui. Avec beaucoup de conflits avec son ex-épouse, mais bon, moi ça me regardait pas, mais sauf qu'il avait une fille de 15 ans qu'il n'a revue jusqu'à aujourd'hui 4 fois. Ah oui. Voilà, en une dizaine d'années. Oh là là, pourquoi ça ? Parce que la maman s'opposait. Alors, elle a quitté la région, donc elle est partie à 800 km de l'endroit d'où nous vivons. Oui. Et bon, voilà, elle a mis la distance nécessaire. Oui, mais enfin, 500 km, ça peut se faire quand même. Ça peut se faire, donc ça justifie pas le fait qu'il la voit si peu. Alors, moi, j'ai toujours proposé qu'elle devait venir, qu'elle pouvait venir sans souci. Moi-même, je me proposais de les laisser et de partir un peu parce que je comprenais je pense que la maman derrière n'a pas certainement. tout à fait ce qu'il fallait pour entretenir les bons rapports, mais... Et il s'en plaint, votre compagnon ? Alors, il s'en plaint pas, mais la mort dans l'âme, ça se sent, quoi. Oui, ça lui pèse. Il veut même plus en parler tellement, il culpabilise énormément, ce que je comprends, mais d'un autre côté, il prend pas, il prend pas d'initiative de faire quelque chose. Pourtant, ça serait à lui de le faire. Il est pas trop tard, même si évidemment toutes ces années, le lien s'est un peu, pas altéré, mais c'est compliqué après de reprendre quand il y a une interruption aussi longue. Mais c'est dommage, il ne devrait pas laisser passer le temps. Mais enfin, bon, ça c'est pas votre histoire à vous, malheureusement. Mais ça pèse dans votre relation ? Oh oui, ça pèse énormément, oui. Alors au départ, on se disait, à sa majorité,
voilà, quand elle sera autonome, qu'elle aura pris son envol. Mais elle a pris son Ouais. envol et rien n'a changé. Aujourd'hui, elle a 23 ans et Ah oui, d'accord. C'est une jeune femme oui, aujourd'hui. Oui. Ben pardon, non, oui, mais une jeune femme. c'est pas une bonne. Enfin, j'en profite quand même pour dire, c'est jamais bon de laisser comme ça les relations Mm. se distendre dans un cadre familial, et surtout avec des enfants quand ils sont jeunes, parce Oui, que ça laisse le temps aux malentendus de s'installer. C'est vrai que c'est compliqué, mm, surtout des séparations avec des enfants qui sont au moment de l'adolescence et qui peuvent, en plus du conflit qu'ils règlent avec leurs parents, la séparation va parfois accentuer ce conflit, le rendre plus douloureux, peut créer de la distance. Mais c'est important de mm. ne jamais laisser s'installer trop de temps. Parce qu'après, l'enfant, au fond, se dit, peut avoir un sentiment qu'il comptait pas tant que ça, pour qu'on n'ait pas fait des démarches pour le revoir. Vous voyez, c'est un peu le risque, quoi. Oui. Oui, oui, oui. Moi, je lui en avais parlé dès le départ et il m'avait dit, mais qu'est-ce que tu veux? Je ne veux pas aller récupérer ma fille entre deux Non, officiers. bien sûr, il a raison. C'est pas la Oui, mais tout à solution. fait. Mm. Oui, tout à fait. Bon, mais aujourd'hui, il en paie, Mm. Oui. il en paie de lourdes conséquences aussi. Donc, voilà, Bon, c'est comme je ça. trouve ça triste. Oui. Vous avez des enfants, vous, de votre côté? Alors moi, j'ai une fille de mon côté qui Oui. vit auprès de moi, hein, qui est voilà, qui va terminer ses études là en juin. D'accord. Donc c'est pareil, qui va prendre son envol. Donc Mhm. bon ben voilà, ça aussi, ça me perturbe un peu. Je suis Oui. contente, hein, je suis tout à fait contente qu'elle ait trouvé sa voie professionnelle, qu'elle souhaite. C'est pas le souci, mais bon, ouais, du coup Bah, voilà, comme on avait une relation, une bonne mhm. relation, ça m'embête un peu aussi. Voilà, c'est. Oui, et votre relation, elle ne va pas être moins bonne pour autant, mais c'est normal. Enfin, vous savez, quel est le parent qui ressent pas un peu un pincement au cœur quand les enfants grandissent et s'envolent, quoi. Même si au fond, Oui, c'est une réussite, c'est une bonne chose, mais bon, c'est normal de ressentir ça. ben oui, je suis contente pour elle, mais du coup, alors voilà, j'ai cette peine-là de ce côté, j'ai la peine au sein du couple parce que Mhm. ça ne fonctionne pas Qu'est-ce et qui ne ce va plus? qui Parce que m'inquiète. vous avez pris la décision, ça fait quand même 8 ans que vous êtes ensemble. Finalement, vous êtes pacsés depuis peu. L'année dernière, Oui. le 10 avril exactement, oui, Et oui. quel sens ça avait alors pour vous, justement, ce Pax? Alors pour lui, il voulait me protéger. Ah, bon, c'est important ça. Alors oui, mais enfin, moi Oui, c'est oui, 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 mais moi c'est non, pas non, ce mais que je je vous recherche. écoute, oui, c'est. Oui, 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 non, mais c'est vrai que quand je le dis comme ça autour de moi, euh, le problème, c'est que, alors, le problème, c'est que Mhm. nous sommes dans la maison aussi dans laquelle il a vécu sa première vie de couple, Ah en oui. fait. Ah, Alors, oui. au début, effectivement, il avait l'énergie, on va refaire les travaux, on va changer, et puis c'est resté complètement dans son jus. Moi, je ne suis pas une personne qui force à faire. C'est peut-être quelque chose. Moi, je ne sais pas faire. Je ne sais pas forcer une personne, dire bon ben ça, on va refaire ça comme ça. J'estime que je ne suis pas chez moi. Je ne me sens pas chez moi. Mais oui, je comprends. Enfin, mais ça fait 8 ans que vous vivez dans cette maison, donc Oui, c'est oui, ça. oui, Et vous oui. avez essayé enfin, vous avez pu la réaménager, même en termes de décoration, mettre votre touche un peu personnelle ou pas, ou c'est pas. Oui, mais ce ne sont que des touches, Caroline. On Hmm. sait pas. Bien sûr qu'il y a eu des petites choses, mais on n'a pas de projet. Voilà. Oui. Moi, je lui dis, mon projet, ce n'est pas d'avoir une maison. Mon projet, c'est que l'on sache si oui ou non aujourd'hui, on peut continuer cette vie comme elle est. Pour moi, là, moi je pense que moi je dis que non, hein. Ça c'est sûr que ça fait quelque temps, hein. Ça fait quelques mois. Qu'est-ce que vous ne supportez plus dans cette vie-là de couple? Bah, en fait, je le vois se morfondre à petit feu. En plus, bah, l'addiction qu'il avait, mais qui était joyeuse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, bon, voilà, qui a besoin le soir pour décompresser de consommer, voilà, un ou deux verres d'alcool. Jusque là, ça le rendait, voilà, pour lui, c'était, comment dirait son médecin, le comment le, euh,
Ah, le cachet, non, le médicament bien-être, ou enfin, je sais plus comment son docteur appelle cette. Attendez, le médicament qui est donné pour lutter contre l'alcoolisme, c'est ça? Non. Voilà. Attendez, parce que vous me Voilà. parlez de médicaments bien-être, donc je ne sais pas des antidépresseurs qu'il lui a donné. Non, non, du tout. Non, non, non. C'est le verre d'alcool qui baclofène. fait- C'est le baclofène. Non, 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 pas du tout. Ah, C'est bah, pas un médicament. C'est pas une substance chimique. C'est le verre d'alcool qui va faire qu'il se décompresse. oui, Donc, d'accord, son mais si médecin c'est tous les jours et finalement Si c'est tous les jours. ça le plonge, ça peut, bien sûr, on a tous recours à des petites choses, à toutes nos petites dépendances, qui nous permettent il faut bien avoir des plaisirs dans l'existence aussi. Hein. On parle toujours maintenant, c'est vrai, d'addiction pour tout. Après tout, tant que ça reste du plaisir et le problème, c'est après quand ça prend le pas. Alors après tout, si c'est vrai, c'est un verre. Moi, je suis pas médecin alcoologue, hein, je veux pas m'avancer, mais c'est pas le médecin lui-même disait que c'était pas un problème. Mais vous, ce que vous dites, c'est vous le trouvez morose. C'est là où il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Ah oui, mais pire que morose. Ah oui, Ah pire bon? que morose. C'est quoi pire que Il peut morose passer- alors? Il peut passer des week-ends complets en se levant par intermittence, mais rester couché des week-ends de complets. Alors, il travaille beaucoup. Il travaille beaucoup, mais il fait des grandes journées. Donc, il a aussi de grands moments où il ne travaille pas. Mais là, il est complètement terrassé. Mais terrassé, c'est pas fatigué, c'est terrassé. Oui, anormalement épuisé, Mais quoi. bien sûr, Ça va au-delà. anormalement. Oui, mais alors là, je comprends. Enfin, c'est normal que pour vous, ça soit. C'est très dur de vivre auprès de quelqu'un qui semble-t-il, Pourtant, est très. C'est plus que déprimé, était dépressif là. Oui. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui. Moi, je lui ai déjà dit, mais enfin, c'est aussi quand même quelqu'un qui est dans le paramédical, donc vous Ah, voyez. Hein, c'est les plus durs. parfois, Même les c'est- médecins sont difficiles à convaincre. C'est prendre en charge sur le plan psychologique. Hein. Ah oui, Mais oui, bon. Moi, j'ai même eu besoin d'en parler à une thérapeute parce que voilà, je sentais que je me remettais en question. Moi, je veux bien savoir comment communiquer, Mm. mais il arrive un moment où les choses s'effilochent. Enfin, Qu'est-ce qui même pourrait, c'est-à-dire, parce que c'est derrière, c'est très difficile de communiquer avec quelqu'un qui va mal, hein. Et enfin, il y a Oui. différentes sortes d'états évidemment, mais là, dans ce que vous décrivez, ça semble quand même évoquer un repli un peu dépressif, pas mal. Oui, complètement. Et du coup, la personne, dans ces cas-là, s'isole. Enfin, c'est une des caractéristiques de la dépression, le repli sur soi. La personne ne peut pas faire Alors, c'est autrement ça. souvent. Hein, elle en souffre elle-même de ça, mais elle peut pas faire. Parce qu'il y a cette fatigue psychique qui se traduit par une fatigue physique aussi. Tout est épuisant. Alors parler, vous voyez, c'est plus possible. Le lien à l'autre est altéré. Donc c'est pas étonnant qu'en tant que compagne, vous ne soyez pas bien non plus. Hein. Oui, et ce qui me fait mal, c'est d'entendre oh là là, autrefois, je faisais ça, je faisais ça, Oui. je faisais Oui. ça. Oui. Et depuis 8 ans, je ne fais plus rien. Alors, Ah oui, d'accord. Oui. ça, c'est quelque chose, Mm. ça me révolte. Ça me révolte. Oui, comme si il vous mettait ça un peu sur le dos, que vous en étiez, enfin, que c'était lié à Voilà. vous l'associez à vous, quoi, votre. Oui. Vous Oui, lui oui, dites oui, ça, oui. dire écoute, ou parce que c'est Alors, pas vrai, peut-être parce que quand vous l'avez connu, il n'était pas comme ça, cet homme. alors, moi, il me dit qu'il a toujours eu besoin de consommer de l'alcool, D'accord. même en étant adolescent. Ah oui. Et ça m'a frappée. Mm. Je l'ai appris au cours d'un repas qu'on faisait avec un couple d'amis. Mm. Et j'en suis restée, enfin mes amis m'ont regardée, moi j'en suis restée toute bête Mm. parce que je ne le savais Oui, pas. vous étiez étonnée. Alors là aussi, à l'adolescence, c'est souvent là que commencent les adolescents dans cette période comme ça de transgression. Le premier contact avec l'alcool se fait à ce moment-là, souvent. Mais là aussi, ça peut être des alcoolisations très importantes, mais en groupe, il y a un côté
rite de passage festif, enfin, ça n'a rien à voir avec le fait si déjà adolescent, il s'alcoolisait assez régulièrement et peut-être seul. Vous voyez, ça dépend aussi. Oui, 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 oui. Bon, on va voir un peu. En tout cas, vous l'avez toujours vu prendre ce fameux verre dont vous parlez pour se décontracter, mais ça va au-delà, peut-être en ce moment. C'est-à-dire que sa consommation a augmenté, selon vous ? Alors, je pense pas, parce que je ne suis pas tout le temps là non plus. Mais moi, ce que je supporte plus, c'est que ce n'est plus devenu le verre d'alcool qui le déstresse et qui le rend bien. Ce verre d'alcool, ça lui donne une certaine force, mais pour tout critiquer, mais tout. Enfin, ça le rend agressif, quoi. On ne peut plus recevoir qui que ce soit parce que ça peut partir, excusez-moi du mot, mais en live à n'importe quel moment. C'est vraiment terrible. Mais alors d'une impuissance, on se trouve, mais d'une impuissance, c'est terrible. Oui, oui, parce que lui-même, enfin là, pour vous, c'est très pénible à vivre. Et puis là, vous dites, ça déclenche, l'alcool peut entraîner ça, mais aussi la dépression, de l'agressivité, de l'irritabilité. C'est-à-dire que c'est la critique sans arrêt. Et c'est normal que vous ne soyez pas bien, mais c'est pour ça qu'il est important de réagir à un moment. Parce que sinon, c'est vous qui, à un moment, allez mal. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de lui-même, je crains, dans ce que vous me dites, qu'il ne soit pas en état de le faire. De pouvoir réagir. Il ne se rend pas compte même de son état. Ou que tout lui pèse, certainement, tout doit l'agacer, tout. Mais pour vous, évidemment, c'est insupportable. Il faudrait pouvoir en parler avec ça. De lui, avec lui, pardon. Je vais mettre ça dans l'ordre. Vous ne pouvez pas envisager d'en parler ? Il n'y a pas quelqu'un, ou parmi les amis, peut-être, que vous ne voyez plus ? Alors il a toujours la même phrase. Ah, mais autrefois, je faisais des tas de choses. Oui, mais alors peut-être je comprends que ça vous blesse puisqu'il associe ça il y a 8 ans, donc date de votre rencontre, mais dire oui, justement, et pourquoi aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait que tu ne fais plus ces choses ? C'est vrai, c'est vrai que il y a quelque chose qui a changé. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez, laisser un peu, puisque lui-même constate et déplore au fond ça, qu'il n'arrive plus. Mais je ne cesse de lui demander. Donc il me dit mais c'est trop tard. De toute façon, il a quel âge ? 54 et moi j'en ai 51. Bon, alors évidemment qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour essayer d'aller mieux en tout cas. Et pour essayer de se faire aider. Caroline, j'ai essayé maintes et maintes fois. En plus, il a une profession, il sait très bien de quoi. Voilà, il est infirmier, donc je veux dire. Il est à l'hôpital ou il est indépendant ? Il est indépendant. Oui, mais alors même dans le cadre de sa profession, ça va ? Il arrive à tenir avec ses patients. Son médecin le suit de près, parce que. Ça, il est évident que... Mais il a été honnête avec son médecin. Le problème, c'est qu'il est parfaitement honnête avec tout le monde. Il peut vous dire les yeux dans les yeux, oui, moi je consomme de l'alcool, mais en attendant... Oui, mais le problème n'est pas là. Le matin. Oui, non, mais le problème, il n'est même pas là. Pourquoi il consomme... finalement, l'alcool, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il consomme de l'alcool, comme souvent d'ailleurs, beaucoup, l'alcool vient masquer un problème dépressif, anxio-dépressif. C'est-à-dire que c'est une façon, c'est en vente libre dans le commerce. C'est le plus puissant des anxiolytiques au départ. Après, on sait bien que, au contraire, ça alimente l'état dépressif. Mais dans un premier temps, c'est vrai que ça anesthésie. Donc oui, le problème c'est que l'honnêteté, elle parle de son symptôme. De l'alcool. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière le symptôme ? Il y a un mal-être, il y a une difficulté. Il y a le fait qu'il n'arrive plus à faire les choses, si ce n'est que, heureusement, il arrive à faire son métier d'infirmier. Mais là, ça doit lui demander beaucoup d'énergie d'être dans le soin. Et résultat, le week-end, il dort tout le week-end pour récupérer parce qu'il est épuisé. Et vous ne pouvez pas... c'est même sain que vous réagissiez parce que vous ne...
enfin, vous ne pouvez pas vous continuer comme ça dans cette relation-là. Vous avez raison de dire que ça ne va pas. Bah, oui, bien sûr. Alors effectivement, ce Pax, effectivement, me protéger. Mais aujourd'hui, non, je ne peux Oui, je pas. comprends mieux. Non, Oui, mais ça partait je- quand même de sa part, cet homme dans ce souci qu'il avait de vous. C'est pas Mm. rien de vouloir protéger quand même la personne avec qui l'on vit, la personne que l'on aime. Il y a vraiment quelque chose, il y a un vrai acte d'amour, je trouve, dans cette intention de protéger l'autre. À ce moment-là, il faut pas lui Bah enlever oui, ça. mais Il faut- non, Même ça, si non, je lui maintenant enlève vous ne vous pas. sentez plus du tout protégé et que votre vie ne vous convient pas, bien sûr. Hein. Oui, parce que si vous voulez, il fait si peu d'efforts dans le quotidien pour essayer de se prendre en charge, pour essayer que tout aille bien. Enfin, je veux dire, un toit, moi je travaille, je veux dire, je peux très bien me loger. C'est pas moi quand il me dit c'était pour te protéger, j'ai l'impression qu'il a peur. Il a peur de rester seul. Il a peur de rester seul parce qu'il reconnaît que j'ai de la patience, que je le comprends. Oui, alors effectivement, Et hein, vous on lui est en deux dans avez. le paramédical, donc Ouais. c'est vrai Oui, mais que enfin, vous pouvez pas être soignante quand vous rentrez à votre ça, c'est ça. domicile. Hein. C'est ça. Mais il a peur, c'est-à-dire que vous l'avez abordé la possibilité d'une séparation, Ah oui, ah oui, ah oui, oui, oui. d'accord? Et Oui, oui, qu'est-ce moi je qu'il lui vous dis dit que dans ces cas-là? il reste dans le déni. Il reste dans le déni. C'est-à-dire qu'il n'y croit pas, Je pense qu'il n'y croit pas, d'accord? effectivement. Et vous l'envisagez sérieusement? Bah voilà, c'est c'est facile à dire, c'est facile à. Mais aujourd'hui, je crois que, en fait, je crois aussi que je n'ai pas d'autre alternative. Ben, Donc c'est aussi peut-être parfois. effectivement si vous êtes face à quelqu'un qui pour le moment est dans le déni aussi de son mal-être et qui ne et qui refuse finalement une aide, il est clair que vous n'allez pas couler avec lui. Ça. C'est Donc, ça. C'est ça mais qui me fait quand peur. vous me dites que bien sûr, dans ces cas-là, malheureusement, quand on est confronté à un conjoint qui va très mal, il y a un moment où il y a une situation un moment même de vérité, de se dire, d'essayer de se sauver soi d'une situation qui est inextricable. Mm. Qu'est-ce que vous dites qu'il est suivi de très près par son médecin? Qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que son médecin connaissait son problème d'alcool. D'accord. Et il lui fait faire une prise de sang tous les 3 mois pour vérifier Hmm. les GT, enfin voilà, les- voilà, il veut voir les résultats tous les trois. Enfin, il a une prise de sang à faire tous les 3 mois pour voir si son taux, enfin voilà, il vérifie dans ses examens là si l'alcool n'est pas plus important, qu'il ne le dit. Oui, donc avec son médecin, il n'est pas dans un déni. Le problème est parlé de l'alcool. Le problème, c'est qu'on évalue le taux, mais on reste en surface du problème. C'est-à-dire, qu'est-ce qui Mais fait c'est ça, que, au fond, il y a ça. cet alcoolisme qui dure depuis tant d'années, et qu'en tout cas, derrière, il perd son énergie et qu'il n'a plus goût à faire d'autre chose, bon, que son travail finalement. Ce qui est déjà pas mal de maintenir ça, mais. Mm. Mais le médecin ne le sait pas qu'il passe Et ses vous n'avez journées à pas lui songé dire et peut-être, vous n'avez pas pensé, vous pouvez l'appeler le médecin pour lui dire, parce que là il y a quelque chose qui n'est pas suffisant. Peut-être a-t-il essayé, hein, d'ailleurs, au fond, ce médecin de Oui, il a l'orienter. essayé. Oui, c'est ça. Il a essayé, oui. Et vous avez un contact, vous, avec ce médecin? Vous lui avez Alors, parlé? j'ai hésité à le faire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce médecin, enfin malheureusement et heureusement, Mhm. c'est aussi un médecin qui lui envoie de la clientèle. Un Donc médecin qui moi, envoie je de la ne veux pas. clientèle à votre compagnon. Voilà, c'est ça, oui. Bah, Et là, je ne m'autorise pas à rentrer dans ce, enfin, dans ce triangle, j'allais dire, hein, parce qu'il a un collaborateur aussi qui supporte mal, mais bon. mais vous avez peur que ça nuise à votre compagnon? Oh oui, parce que moi, c'est pas mon but. C'est pas Mais mon j'entends but bien que de vous n'êtes pas nuire. du tout malveillante à son égard, mais pouvoir dire que quand même vous êtes préoccupé, ce qui ne met pas en cause d'ailleurs, c'est si ce médecin lui envoie des patients, c'est qu'il estime qu'il est en état de pouvoir les soigner, ce qu'il peut arriver à faire d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'est pas alcoolisé dans la journée. C'est pas ça, c'est que le problème ne semble-t-il dans la journée, il n'est pas alcoolisé, c'est qu'il y a la dépression qui gagne du terrain.
Et que c'est peut-être dire aussi, enfin, je ne sais pas, informer, dire que là, vraiment, en dehors de son travail, quand il ne peut rien faire presque d'autre, quand vous dites qu'il ne fait aucun effort à la maison, peut-il encore le faire ? Alors, je sais bien que pour vous, c'est très difficile à accepter, à entendre, mais semble-t-il, il est plus en état, quoi. Non, c'est ça. Il est dans un état d'épuisement. Mais il a deux faces. Si vous le voyez au travail, même lorsqu'on se téléphone, lorsqu'il travaille, vous ne soupçonnez absolument pas de la personne dont je peux vous parler en ce moment. C'est complètement une autre personne. Donc, c'est là où j'ai... Moi, je suis, comme on dit, un peu entre deux chaises parce que... Oui, mais j'ai envie de dire, alors pour votre compagnon, heureusement que à son travail, comme vous dites, c'est un autre homme, il y a quelque chose encore qui le tient, qui a un sens pour lui, oui. Et pas n'importe quel sens, hein, il est soignant. Bon, et on sait que les soignants, parfois, justement, sont les plus difficiles à soigner. Oui. Bon, mais à un moment, là où je disais que votre réaction à vous est très saine et que peut-être vous allez devoir le mettre, c'est-à-dire qu'à un moment, vous arrivez, vous faites le constat que vous ne pouvez plus continuer comme ça, que c'est trop pénible pour vous, d'abord parce que votre vie de couple se résume à quoi aujourd'hui ? Ça, c'est... Oh, écoutez, je pense que je suis juste là. Je suis la personne qui est là. Ben, oui. Et qui l'écoute encore, parce que le peu qu'il puisse dire, je l'écoute encore. Je cherche encore à trouver un sens. Tout ça. Parce que vous avez ça veut dire que vous avez des sentiments encore pour lui, pour cet homme. Mais j'ai des sentiments parce que je me dis, oui, avec ce qu'il a subi quand même, c'est vrai, perdre sa fille, Elle n'est pas morte, sa fille, hein, oui, mais justement, là aussi, il laisse tout aller, quoi. C'est là où ça ne va pas. Vous voyez, je comprends mieux. Voilà. Alors, ça ne va pas. Enfin, on a l'impression qu'il laisse tout aller, tous les liens, et qui compte pourtant, mais comme avec vous, en ce moment. La relation se délite. Alors, c'est pas lui qui peut être. Il n'est certainement plus quelqu'un qui est vraiment dans une dépression. Il n'est pas en état. Il n'a pas l'énergie, en fait, pour pouvoir se pencher sur votre relation, essayer que ça redémarre autrement. En revanche, il pourrait voir que ça met votre couple en péril, ou en tout cas vous, il va falloir le lui dire là très clairement, et peut-être le mettre face à. J'aime pas ce mot, mais une forme d'ultimatum en disant que, de façon, comment dire, bienveillante, c'est-à-dire que vous pouvez lui dire que vous tenez à lui, beaucoup, mais que ce que vous vivez avec lui actuellement, la relation que vous avez, vous fait du mal. D'abord parce que c'est très compliqué pour vous de le voir aller mal, s'abîmer, et qu'en fait, votre lien, il est en train de se déliter un peu, et que c'est très douloureux, et que vous n'envisagez pas de continuer comme ça. Donc, que vous lui demandez d'accepter de l'aide extérieure et de se soigner. Et vous ne parlez même pas, c'est même pas parler de l'alcool, c'est dire l'alcool, je sais, j'ai compris. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a derrière qu'il n'a jamais voulu aller voir, finalement ? Il a peur, mais bon. Et dire que vous ne voyez pas comment, vous ne pouvez pas rester dans une situation où il n'y a plus de projet, évidemment, vous êtes enlisé là. Et de fait, vous êtes dans une impasse. Et ça ne peut venir que de vous. Et peut-être, j'ai envie de vous dire, c'est aussi ce qui va lui permettre, lui, de sortir de ce déni dont vous me parlez, où il a le sentiment que vous n'allez pas partir, que c'est pas vrai, que c'est pas possible, pas elle. Et c'est ce qui peut, vous savez, parfois, il faut parfois toucher un peu le fond pour remonter, hein, donner un grand coup de pied et remonter, comme on dit familièrement. C'est aussi ce qui peut peut-être le risque de vous perdre, l'amener à prendre conscience qu'il là, il y a danger. En tout cas, il y a danger pour votre relation. Et vous pouvez lui dire, c'est pas sous forme de, évidemment, il s'agit pas de rentrer dans un chantage, mais de dire que pour vous, vous n'envisagez pas de continuer comme ça et l'amener avec bienveillance, mais dire qu'il n'a pas d'autre choix, quoi. Si. Vous voyez ? Oui, bien sûr, oui. Alors, donc, c'est compliqué pour vous, oui. Voilà. Alors, mais il est important que vous réagissiez, enfin, vraiment. Mais
parce que là, c'est vous c'est très déprimant aussi pour vous cette situation. Oui, moi je le sens. Bien je sûr. suis plutôt, non, mais je suis plutôt une personne, je suis plutôt joyeuse et gaie, et enfin voilà, je ne peux pas concevoir que de ne que travailler, quoi. On peut pas, voilà, ça se résume pas à ça une vie, Non, mais bien sûr, mais c'est pour ça que vous avez raison de dire que pour vous, c'est plus possible. Et encore une fois, peut-être que déjà, il faut penser à vous dans cette histoire. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, hein, quand à un moment que de se recentrer sur soi et de lui dire, encore une fois, que ça ne va pas, ça. Qu'à un moment, il faut qu'il accepte de l'aide. Et que vous ne pouvez pas seul contribuer, enfin, vous pouvez l'aider, évidemment, l'entourer, l'accompagner dans ce... Mais en tout cas, vous ne pouvez pas, vous, être son thérapeute. De toute façon, oui, mais ça ne marche pas, c'est pas possible. Ah non, mais je ne le veux pas. Je sais très bien que... Non, je ne le veux pas. Ça, je ne le veux pas. Bon. Ben alors reparlez-lui et peut-être quand même, enfin, je comprends vos scrupules par rapport au médecin, mais je ne vois pas en quoi de dire au médecin que quand même, après tout, que semble-t-il, le problème n'est plus tant l'alcool, mais la dépression qu'il y a derrière, en disant que le travail, effectivement, ça, il arrive encore à l'investir, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a plus que ça, quoi. Que derrière, il n'a plus d'énergie. Et que peut-être le médecin pourrait aussi être un allié. Il entendrait peut-être aussi, de la part du médecin, la nécessité de faire quelque chose, parce que c'est pas le tout de mesurer tous les 3 mois où il en est par rapport à son alcoolémie, mais de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être que les choses évoluent et qu'il aille mieux. Parce que vous pouvez lui dire aussi, regarde, il le déplore aussi. Avant, je faisais des tas de choses, aujourd'hui, il fait plus rien, à part son travail. Vous ne voyez plus personne, puisqu'il devient très agressif, très irritable, il se replie de plus en plus. Et vous pouvez lui dire que ce n'est pas l'homme que vous avez connu, que lui-même a changé, parce qu'il y a cet état, il y a cette dépression qui s'est installée, qui le rend différent. Et qu'il peut retrouver un état d'avant, aller mieux, mais que pour ça, il faut qu'il s'en donne les moyens, il faut que vous insistiez. Ah oui, c'est tout à fait ce que je fais quand je lui dis, mais tu sais, tu n'es plus l'homme que j'ai connu. Donc la réponse, c'est vraiment la seule réponse qu'il ait, oui, mais depuis 8 ans, je ne fais plus rien. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que tu voudrais faire ? Oui, mais là, vous tournez en rond, et vous tournez en rond parce qu'il vous rend, il est agressif vis-à-vis de vous, c'est-à-dire que comme si au fond, il a peur, et donc dire, le problème date de bien avant, et tu le sais, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait qu'il ne peut plus, il n'a plus l'énergie, la dépression est vraiment installée, et c'est de ça dont il faut parler. Vous pouvez essayer, si vraiment de toute façon cet homme demeure dans le déni, malheureusement, il faudra vous penser à vous, c'est la priorité, d'accord ? Oui, et pour terminer, si vous me le permettez, parce que j'ai fait des rêves là, c'est tout à fait curieux. J'aime beaucoup la Corse. J'y suis allée plusieurs fois et j'aime beaucoup la Corse. Et je vous assure que je suis à l'aube de lui dire, bon, mais écoute, tu ne veux pas faire d'efforts. Moi, il y a vraiment un endroit où j'aimerais aller. Je pense que je pourrais y travailler, donc je pars là-bas. Voilà. Alors, c'était pour... Vous rêvez de ça, vous en rêvez réellement de la Corse ? Oui, allez vous ressourcer peut-être un peu déjà. Prenez des vacances. Allez vous ressourcer. Je n'ai pas. Vous avez des attaches ? Non. Moi, je vous comprends. Hein, je partage votre amour de la Corse. Hein. C'est magnifique. Pas du tout, mais... oui, mais là, pardonnez-moi, je me permettrai juste quand même un petit bémol dans votre façon de dire les choses, parce que vous avez le droit d'avoir des rêves, vous avez le droit de vouloir les vivre et de ne pas vous laisser vous couler. Donc j'entends ça, c'est très bien, c'est qu'il y a du désir qui demeure, et heureusement, vous allez bien. Et c'est pour ça que c'est pas une vie pour vous de rester comme ça aux côtés de quelqu'un qui va mal et qui ne veut pas l'accepter. En revanche, peut-être lui dire, tu ne fais pas d'efforts. Vous voyez, peut-être là le dire un peu autrement. Parce qu'un dépressif n'est plus en état de faire des efforts. Non, mais et c'est pas une question de volonté, même si je comprends que pour vous, ça soit très pénible à vivre en tant que conjointe. Mais c'est pas une question de volonté. Dire, moi, je suis encore pleine de rêves, de désirs, j'aimerais, j'aimerais m'installer encore, j'ai besoin d'avoir des projets. Vous l'envisagez avec lui ou vous l'envisagez seul ? Vous l'envisagez déjà un peu seul ?
Très franchement, oui, Bon. Caroline. Oui, très Bon, franchement. mais alors dans ces cas-là, écoutez, Oui. dans ces cas-là, c'est votre vie à vous, hein, donc hein, Parce que je ne vous fermerai verrez. pas la porte Bon, complètement. Peut-être aussi que, il profiterait de ce temps-là pour réellement là être seul et se dire qu'est-ce que je fais, parce que il me l'a dit déjà. bon, Sa peur, c'est d'être seul, de bon. Bah vieillir alors allez seul. vous aérer un peu et prenez déjà quelques vacances. Partez encore, ça va vous faire du bien. Et puis ça peut l'amener lui à réfléchir, effectivement. Oui. Faut de Mm. toute façon que vous preniez soin de vous. Vous, hein. Ah oui, il faut que je prenne une Bon. décision parce que Bon. c'est Bah, peut-être les années qu'un peu passent. loin, et quand vous irez mieux et dans un endroit où vous vous sentez bien, ça sera plus facile pour vous. Oui, Bon je pense courage et bonnes vacances alors. Merci. Au revoir Sylvie. Merci Au Caroline. Au revoir. revoir. Alors, vos messages pour Sylvie qui nous parlait de sa difficulté dans sa relation de couple avec un mari qui a des problèmes avec l'alcool, qui n'est pas dans le déni par rapport à l'alcool, mais plutôt par rapport à son mal-être. Un message qui n'est pas signé, mais où l'auditrice me dit: mon mari est passé par une phase très difficile due à une rupture avec ses parents qui le laissaient tomber. J'ai lutté pendant 1 an et demi pour qu'il consulte et qu'il se prenne en main. Et ça a payé puisqu'aujourd'hui il va mieux, il fait du sport, il se reprend en main et tout va mieux. En revanche, un autre message plus pessimiste qui dit: j'ai eu un mari qui était pareil, qui avait des problèmes d'alcool et finalement je suis partie, ce qui semble-t-il a permis à son mari de se rendre compte vraiment de ce problème. On espère surtout que Sylvie va pouvoir un peu s'aérer la tête, partir encore, se reposer, peut-être prendre du recul et du champ comme elle semble en avoir bien besoin. Hein. Bonsoir Emma. Bonsoir Caroline, Bonsoir. vous m'entendez bien? Oui, oui, très bien. Oui, oui. D'accord. Alors je sais pas si c'est Paul que j'ai eu, il m'a dit vous avez 5 minutes. Alors ça va être dur, mais je vais essayer de Non, voilà. mais 5 minutes Euh, avant le journal, oui, Emma. oui. L'émission, Alors elle se voilà. poursuit jusqu'à Oui, une je heure. sais. Hein. Mais on va pas. Je vous dis pas que vous avez jusqu'à 1 heure non plus. Il y a d'autres Non, appels, mais mais non, je 5 minutes, il vous prévenait, oui, avant le journal. Voilà, donc je vous ai déjà appelé. En fait, j'ai du mal à faire le deuil d'une relation et je comprends pas pourquoi. D'une C'est relation un amoureuse, hein. Oui, en Oui. fait, c'est un homme avec qui je suis restée 1 an, mais on était à distance et qui venait me voir en gros toutes les 3 semaines. Hein. Souvent, il venait me voir. Donc, je suis dans le milieu artistique. Il venait voir mes spectacles, il venait chez moi. Voilà, mais petit à petit, la relation s'est dégradée justement à cause de l'alcool et je buvais trop et je devenais agressive et je pense qu'il s'est lassé de tout ça, de mes scènes. Et il a fini par partir en catimini, je dirais. C'est-à-dire qu'il m'a pas dit on se quitte. Ça s'est fait. En fait, la rupture, elle n'a jamais été actée. Et c'était en octobre 2014, donc ça remonte à 1 an et demi maintenant. Et depuis, donc j'ai arrêté de boire depuis 2 ans maintenant. Bon, c'est bien. Ce qui est bien, mais en même temps, j'ai un gros manque de faire la fête, de m'amuser, d'oublier mes soucis. Et je suis tout le temps, je suis suivie par une psychiatre depuis 1 an. Là, c'est la même. J'y vais toutes les semaines, mais je trouve que ça avance pas vraiment, que je suis face toujours aux mêmes choses, à mes blocages. Et en fait, j'ai tendance à idéaliser cet homme. Et justement, hier, j'ai reçu un cadeau de lui qui m'a bouleversée, en fait. C'est un cadeau qu'il m'avait envoyé à Noël, mais il y a eu un malentendu. Enfin, je passe les détails parce que c'est pas très important, mais je l'ai reçu que hier. Voilà. Et c'était un magnifique livre sur Alice au Pays des Merveilles avec les illustrations d'époque, les photos d'époque. Et j'adore Alice. C'est un thème qui m'a toujours fascinée. Et il m'envoie ça avec un petit mot. Joyeux Noël Emmanuel avec mon affection. Et bon, le mot affection veut tout dire. Et ça m'a vraiment fait pleurer toute la journée d'hier. Ça m'a bouleversée et j'avais qu'une envie, c'est de le serrer dans mes bras et il n'est pas là, quoi. Et vous je l'avez sais... remercié pour. Ah bien sûr, oui, je lui ai dit tu me manques, mais Mais voilà. vous l'avez eu au téléphone ou lui avez Ah écrit? non, mais non, oui, j'ai écrit un mail, oui. Non, on s'appelle pas, on s'appelle plus, on se parle plus. Bah, Moi, oui, mais en même temps, il vous envoie un livre, il vous envoie un cadeau. Oui, mais je Alors comprends évidemment, pas. c'était à Noël, donc bon, Oui. là. Non, mais je sais, mais il y a eu un malentendu parce que je suis pas allée chercher le colis. Je croyais que c'était des amendes parce que bon voilà. En fait, je m'attendais pas du tout à ce que ça soit lui parce qu'on se parlait plus du tout. Il y avait plus Oui, de donc il a contact. dû être surpris aussi, lui, de recevoir un mail seulement maintenant. Aussi, ça peut créer un peu une confusion aussi, mais bon. Non, parce que entre-temps, je lui ai écrit un mail assez agressif en début mars en disant
de colère, parce qu'en fait, j'ai jamais eu de colère par rapport à lui. Je lui ai toujours pardonné son silence, sa dépression. J'ai toujours... parce qu'il était très silencieux, il en avait marre de parler, il disait qu'il voulait se reposer tout le temps, et moi, je voulais tout le temps parler de notre couple et tout ça, et ça dégénérait aussi. Oui, parce que moi, je suis une grosse dépendance affective. J'ai besoin de beaucoup d'affection. Et quand quand ça a été, je supporte plus que ça soit moins bien qu'au début. Et j'ai tendance à toujours repasser le film du début. Et c'est ça qui me fait du mal. En fait, je le vois toujours comme c'était au début, c'est-à-dire que moi, je prenais ma caméra, je filmais, on dansait. Il y avait de l'alcool, évidemment. On s'embrassait. C'était comme un film, en fait. Vous voyez, la caméra, ça prouve bien que je voyais notre vie comme un film. Et après, comme dans Alice, au Pays des Merveilles, elle perçoit des choses en fait que les autres ne voient pas. Elle est dans une autre réalité. Oui, c'est vrai. Donc, c'est pourquoi ce livre aussi. Pourquoi c'est le choix de ce livre? Parce que vous aimez, il sait que vous aimez Alice au Pays des Merveilles, c'est ça? Oui, il sait, mais on n'en a jamais parlé en fait. Donc voilà. Bon, écoutez Emma, ce que je vous propose, c'est qu'on va poursuivre cet échange. Ce sera après le journal de minuit, donc ne raccrochez pas et on va se retrouver dans quelques minutes. D'accord. À tout à l'heure. La nuit est à vous sur Europe 1 et jusqu'à 1h du matin. Le 39-21 est à votre disposition si vous souhaitez me parler de vous ou échanger avec un auditeur ou une auditrice dont l'histoire vous touche et que vous avez envie de lui apporter votre soutien. Vous avez également les mails à votre disposition, europe1.fr, les SMS au 7 39 21. Vous commencez votre message par le mot nuit, puis vous tapez votre message et vous envoyez le tout au 7 39 21. On va retrouver Emma. Vous êtes là, Emma? Oui, je suis là. Alors Emma, on s'est déjà parlé à plusieurs reprises et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est toujours un peu cette difficulté que vous avez à faire le deuil de cette histoire que vous avez vécue avec cet homme. Oui. Et cet homme, donc, qui vous a envoyé, alors, à Noël, mais pour plein de raisons, vous n'avez eu son cadeau qu'aujourd'hui, donc ça vous bouleverse beaucoup qu'il ait eu ce geste-là, cette attention-là pour vous. Ce qui montre, c'est aussi réconfortant. Je comprends que ça vous bouleverse, mais c'est aussi réconfortant quand même, je trouve. Ça veut dire que vous avez compté pour lui. Oui, mais c'est encore pire quelque part parce que moi, je suis à ce niveau-là, quand on me donne quelque chose et qu'il n'y a rien derrière, je trouve que c'est encore pire en fait. C'est pas qu'il n'y a rien derrière, c'est que le problème était que aussi dans cette histoire-là, enfin, c'était un moment où vous alliez tellement mal. Oui, et puis lui aussi. Alors, vous savez, dans ces cas-là, on attire aussi des gens qui vont mal. Pourquoi lui aussi avait des problèmes d'alcool? Non, pas du tout. Non. Lui, en fait, il allait plutôt bien quand on s'est rencontrés. Et ensuite, petit à petit, il a eu des soucis au travail, mais il voulait jamais m'en parler. Donc, si vous voulez, et d'ailleurs, je pense qu'il me considère un peu comme une enfant. Parce que le livre d'Alice, c'est... Bon, après, Alice... il y a plein de significations, il y a plein de choses, on peut extrapoler, puis c'est vraiment un livre d'art, quoi. Pour moi, j'ai pas encore tout, mais il y a des photos, il y a des lettres. Oui, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est tellement beau que, voilà. Et donc, c'est pas un livre pour enfants, mais à la fin... il y a plusieurs lectures, donc si on peut le lire aux enfants, mais on peut faire comme plusieurs lectures, quoi. Mais voilà, moi j'adore. Enfin voilà. Et en tout cas, lui n'allait pas bien non plus. Vous n'alliez pas bien. L'important, c'est que quand même, vous avez pu entre-temps arrêter l'alcool. Alors évidemment, là, vous êtes dans une phase qui est difficile parce qu'on remplace par quoi? C'est-à-dire que vous êtes ce sentiment que vous avez avec votre psychiatre de tourner en rond, ce qui peut arriver à un moment au cours d'une thérapie, c'est même très fréquent. Et c'est vrai que c'est là où il y a un risque de décrochage finalement. On a le sentiment qu'on n'a rien à dire, on patine, on n'avance pas. Vous pouvez en parler d'ailleurs de ça.
C'est Vous vrai, mais pouvez... j'ose pas. Oui, j'ose pas et. Si, Mais si, après, c'est important oui, parce que ça peut même être à l'origine et déclencher quelque chose. Le fait de, vous voyez, parfois on bloque, il y a des d'accord, résistances. Vous parlez d'accord. d'ailleurs un de vos blocages. Donc le fait de mettre des mots sur ces phénomènes comme ça de résistance qui sont très fréquents dans une thérapie peut permettre. C'est mieux en tout cas que d'y aller en se disant qu'est-ce que je vais dire ou d'y aller en traînant les pieds, ce qui peut Non, arriver. j'y vais vraiment. J'aimais. Hein. Enfin, c'est vrai que non, je suis contente d'y aller. Enfin, Ah bon, franchement, d'accord. c'est un lieu Bon, c'est qui me bien. plaît. Déjà, Mm. le lieu, c'est bon, c'est dans une clinique, mais c'est un lieu justement. J'aime bien ce lieu. Voilà. Et puis bon, je suis plutôt à l'aise avec elle, mais il y a quelque chose qu'elle me entre guillemets reproche souvent. Enfin, c'est pas du reproche parce qu'elle est vraiment très douce. Mais elle me dit souvent que je suis à la recherche de sensations fortes. Mm. Que je lui parle qu'il y a des manques dans ma vie, que je m'ennuie, que justement je cherche à combler ce manque que m'a apporté l'alcool. Mm. Et elle, j'ai l'impression qu'elle trouve pas ça normal que je veuille vivre des choses intenses. Et Bah, ça, là-dessus, oui. j'ai un peu du mal à être d'accord avec elle parce que je suis comme ça, je suis passionnée, Oui, je suis quelqu'un, voilà. mais ça serait un très bon point de départ pour votre prochaine séance. Après, mais Ah oui, justement, le sentiment que vous percevez, comme si elle était en désaccord, vous voyez, et que vous l'associez à un c'est bien d'avoir un tempérament passionné, mais ben, je trouve, c'est autre chose oui, d'être à la recherche toujours de sensations fortes qui, à un moment, peuvent nous détruire. c'est Mais ça. souvent, les personnes extrêmement sensibles Oui, et les adolescents, souvent, ça, on le voit beaucoup au moment de l'adolescence, là où peuvent naître le moment où on peut plonger dans des addictions, pour étouffer finalement ces émotions dont ils ne savent que faire ou qui les mettent si mal. Ils les étouffent à coups de sensations fortes. Et ça peut perdurer à l'âge adulte parce que vous me parlez de dépendance affective. Et ce qui fait le lit de toutes les addictions, c'est vraiment cette dépendance affective, ce manque en fait, ce sentiment de oui. manque, de ce besoin d'être aimé, et qui s'enracine dans quelque chose d'à chaque fois unique et particulier. C'est votre histoire et c'est pour ça que c'est important que vous travailliez dessus. Mais avec les hommes, ça a toujours été très Ah ben compliqué forcément. et voilà. Donc travailler dessus. Alors j'en parle. J'ai eu un père qui était un homme marié qui m'a donné aucune affection, donc je le sais. Si vous voulez, je le sais et en parler. J'en parle, mais enfin, j'en parle pas de mon père à chaque séance, mais j'arrive pas à croire que ça va se débloquer. Enfin, Bah si, pourtant si, c'est-à-dire que vous le savez, bien sûr que de toute façon, vous savez, on part du principe, on analyse que les gens savent toujours de quoi ils souffrent au fond, consciemment ou inconsciemment. ouais. C'est la personne qui a un savoir sur elle-même avant tout. Le thérapeute, il permet finalement de laisser s'exprimer ça, mais on peut le savoir. Le savoir, comme vous le dites là, très vite, avec un certain détachement, le savoir intellectuellement, c'est une chose. Oui. Pouvoir le dépasser, le surmonter, c'en est une autre. Et ça prend un peu plus de temps, évidemment. Bah, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit que il faut que je m'occupe de moi, que Oui, voir les choses positives. C'est vrai que j'ai un travail où je travaille avec des enfants. Alors justement, ça accentue aussi ce côté qu'avec les enfants et les ados, ça se passe vraiment très très bien. Je suis prof ah de bah oui. chant et voilà, ça m'amuse beaucoup et j'ai vraiment une vraie joie. Mais justement, il y a un fossé entre mes relations avec les adultes qui se creuse de plus en plus. Je trouve depuis que je bois plus, je m'ennuie avec les gens. Mais sérieusement, ça Oui, veut dire mais que je et ça c'est comprends. horrible. Oui, oui, mais je comprends et c'était là que vous vous retrouvez face à un vide. C'est pour ça, c'est-à-dire que Oui. c'est une période qui est souvent très compliquée et toutes les personnes qui sont sorties d'une dépendance et notamment par rapport à l'alcool Ah là là, ont oui. une perte de goût. Certaines même se retrouvent face à un état assez dépressif ou de vide, d'ennui, de quelque chose de très morne, parce qu'au fond se retrouvent face à leurs difficultés premières qui font que Ouais. l'alcool venait masquer. Et c'est pour ça qu'il est important de faire ce travail et qui, même si c'est bien que vous ayez du plaisir à aller dans ce lieu, c'est bien que vous l'investissez, Oui. qu'il se passe des choses malgré tout. Oui, oui, j'ai jamais pensé Bon, à arrêter. bon. Oui. Et d'ailleurs, même vous pouvez partir de là. C'est important aussi quand de ce qu'on attribue comme perception, comme sentiment à son thérapeute. Si vous avez le sentiment, au fond, qu'il y a presque un jugement porté sur ça, sur ce goût que vous avez des sensations fortes. Là où elle vous dit, au fond,
qu'il est important d'apprendre à prendre soin de vous, à vous protéger. Donc il y a des sensations fortes, oui, que ça peut être très agréable, mais en même temps que ça ne soit pas dangereux. Or pour le moment, ça vous met en danger, ça vous rend malheureuse finalement. C'est là le problème, ça vous fait souffrir. Oui, mais je prends des antidépresseurs depuis. Elle m'en a donné, donc c'est quelque chose qui n'y a pas d'effet secondaire. Mais justement, du coup, j'ai l'impression que tout est un peu. Vous voyez, par exemple, je suis sur scène, je fais un métier. Voilà, j'avais un spectacle ce week-end et j'avais pas le trac. Donc je trouve ça horrible finalement. Presque, je me disais c'est pas normal, j'ai pas le trac, j'ai et ça, pas d'émotion. c'est depuis que vous prenez les médicaments là, les antidépresseurs? Ouais, que vous n'avez pas le trac, c'est ça? Alors avant, je buvais, donc avant. Ça désinhibe aussi, donc vous n'aviez pas le trac non plus. Ah oui, non, ouais, j'étais complète, mais j'avais l'habitude de boire. Mais là, là, c'est vrai que c'était pas très compliqué. Voilà. Donc après tout. Mais j'aurais voulu avoir ce petit creux au ventre, où j'ai l'impression, même avec. Mais parce que vous avez une sensation d'exister. Comme ça, c'est-à-dire que c'est aussi ce qui vous donne cette sensation d'exister et que vous êtes pour le moment dans cette période de mutation, de transition où vous vous sentez peut-être un peu moins exister, même si vous faites un métier où vous allez sur scène, hein, vous allez au contact du public, c'est pas rien là aussi dans ce besoin d'exister aux yeux des autres. Face à ce père pour qui vous n'avez pas eu le sentiment d'exister ou de compter. Donc vous trouvez aussi à travers ce que vous faites, une façon de combler aussi certains manques, même si là aussi c'est périlleux parce que le public peut être versatile et l'amour du public est aussi parfois versatile. Non, mais enfin bon. Mais c'est une façon pour vous de vous mettre en scène, d'exister, c'est très bien. Et parallèlement, cette thérapie va vous aider. Et pour conclure et revenir, je dirais, à cet homme, là aussi, c'est quand même pour le moment, vous ne l'entendez pas comme ça parce que ça réveille tout ce que vous avez vécu avec lui. Mais je trouve qu'il y a quand même dans le fait, vous ne l'avez pas vécu toute seule. Vous avez été importante à ses yeux pour qu'il vous envoie ce cadeau avec ce petit mot. Même si il y a des personnes avec qui on vit des choses fortes, importantes, mais avec qui on ne peut pas vraiment construire parce qu'on n'est peut-être pas assez bien sur le moment, parce que peut-être qu'il y a aussi des personnalités qui se font du mal, se déchirent, des difficultés communes qui deviennent trop envahissantes. Enfin voilà, et vous n'êtes pas responsable de ça. Mais vous pensez que je dois lui proposer qu'on se revoie un jour, pas maintenant, mais où est-ce qu'il faut que je le laisse tranquille Vous verrez bien. C'est-à-dire que peut-être quand vous vous sentez, ça sera moins périlleux pour votre équilibre. D'accord. Vous voyez, peut-être que vous pourrez effectivement vous revoir et en éprouver du plaisir, du bien-être. Et en tout cas, là, il faut vous dire que vous avez compté à ses yeux. Un petit message de Monica qui est amusante, qui dit ceci étant dit, vous savez, il y a beaucoup d'adultes qui sont mortellement ennuyeux, donc votre vision n'est pas forcément liée à vos problèmes. Elle est drôle et elle a raison. C'est bien, j'entends rarement ça, c'est plaisir. Mais là, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Bon, après on peut. Non, mais c'est vrai. Il y a des gens qui se prennent des adultes qui se prennent terriblement au sérieux, qui endossent un costume à tous les sens du terme, qui deviennent leur personnage, mais qui se confondent avec leur métier. C'est vrai qu'il y a des gens mortellement ennuyeux, mais c'est vrai qu'évidemment, c'est pas un hasard non plus si vous restez dans ce monde de l'enfance et de l'adolescence. C'est très bien. C'est-à-dire que ça vous nourrit aussi, et puis ça vous permet de travailler vous sur votre histoire aussi, donc de la revisiter, de la re-questionner. Donc vous avez des ressources, trouver à travers votre travail, le fait de pouvoir aussi être sur scène, des moyens d'exister. Donc c'est très bien. Et s'il n'y a pas d'homme dans ma vie, moi je culpabilise. Le problème c'est que mes copines me disent va sur les sites de rencontres, je ne supporte pas ça. J'ai pas envie. Non, et puis vu ce que c'est peut-être mieux parce que vous risquez là, ça pourrait être un peu destructeur pour vous. Il y a le valet de cœur qui vous envoie un petit message d'encouragement qui dit allez, tenez bon Emma, et bientôt c'est votre musique intérieure qui va vibrer, que l'on va entendre.
Ah bah on l'entend déjà, hein, mais... Bah, c'est D'accord. bien, vous vous faites entendre déjà, c'est bien. Oui, un jour je vous chanterai, le 21 juin, je vous chanterai quelque chose. Ah je bah promets. avec plaisir, si c'est Oui, moi oui. qui suis à l'antenne le jour de la fête de la musique, oui, avec plaisir. Rendez-vous est pris alors, hein, ma Oui, chère parce Emma. que j'adorais le clairon de, je sais plus qui, c'était Yves. C'était vraiment un Ah, le coup moment... de clé. Ben, on va la voir, Yves, figurez-vous. Paul me dit qu'il j'adore a le appelé. cinéma aussi. Il veut nous parler Oui. d'un film, donc on va la voir là. Voilà, vous pourrez oui, l'écouter. alors, est-ce qu'il pourra jouer du clairon ou Oh bah, non? attendez, il est minuit 23, je sais pas, vous voyez, à force ses voisins. Là, c'était un peu particulier, hein. Oui, Il y avait eu je le sais. 31 décembre, il y avait eu, mais sinon, Alors, je sais pas s'il nous écoute, mais alors, je lui fais un gros bisou parce que j'avais adoré. Franchement, ça m'a... Moi, mais suis ça spécialiste. ça avait beaucoup plu. C'était pourtant pas extrêmement mélodieux, mais peut-être que Non, depuis, il a fait des progrès. Il vous Voilà. entend, me dit Paul. Hein. Il vous entend. Super, super. Alors, Je vous embrasse. Moi aussi, Caroline, Au revoir. merci. Au revoir, Emma. Au revoir. FR, David, World, ça l'est pour Dalton qui dit les années 80, que du bonheur. Et puis Aurore ici dit qu'est-ce que ça fait. Aurore dit que ça fait du bien. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu cette chanson. Et oui, ça date déjà, mais c'est vrai que c'est toujours un plaisir de réécouter FR David. Eh bien maintenant, c'est Yves que l'on va accueillir. Je l'avais promis à Emma. Bonsoir Yves. Bonsoir Caroline. Vous avez entendu Emma? J'ai entendu Emma, mais écoutez, il y a beaucoup de poussière sur mon clairon, donc je ne vais pas jouer ce soir. C'est Sergio qui va être ravi parce qu'il a envoyé un petit message. Il disait non, j'adore Yves, notre monsieur cinéma, mais s'il vous plaît, pas de clairon. Vous ne vous êtes pas entraîné alors? Ou alors, écoutez, quand j'étais passé avec je jouais du clairon, c'était pour la fête de la musique, si je m'en souviens oui, bien. alors je sais pas quand ça tombe le 21 juin. Si je suis à l'antenne, ouais, ça vaudrait le coup quand même de le ressortir, de le dépoussiérer, votre clairon. La fête de la musique, c'est à date fixe. C'est toujours le 21 juin, le jour de l'été. Oui, mais quel jour, je voulais dire, c'est ça. Je sais, mais je sais pas si c'est moi qui serai à l'antenne ou Sophie, peut-être le week-end, mais ça ne vous empêchera pas de sortir votre clairon. Hein. Attendez, j'ai le calendrier. Vous avez le calendrier sous les yeux? J'en ai pas, moi je vois pas. Le 21, c'est un mardi, tiens. Ah, bah alors, rendez-vous est pris avec Emma. Voilà. Qui va... Comme ça, je m'entraînerai un peu avant, mais ce sera mieux. Mais écoutez, tiens, ça peut pas être pire. Hein. Vous me faites penser à une chose, une fois n'est pas coutume, oui. Toujours à propos de musique. Est-ce que vous connaissez le groupe anglais, les Tindersticks? Non. Ah. Non, je suis pas très calée, moi, vous savez, en musique. C'est un groupe que je connais depuis une quinzaine d'années. Oui. Et j'ai eu la chance de les voir en concert il y a 3 semaines. Et un régal. Ah bon? Un régal, un concert qui durait environ 2 heures. Et, à Pau ou à Tarbes. À Tarbes, vous êtes allé voir. À Tarbes. D'accord. Et c'est un groupe qui a une carrière très discrète. Hein. On les entend jamais. Enfin, moi, je les ai jamais entendus sur des chaînes de radio ou à la télé. Hein. Et ils sont très très bons, spécialisés dans une musique douce et avec un chanteur qui a une voix de velours, c'est merveilleux. Et je l'ai vu dans une salle de taille moyenne, tout à fait en dehors de Zénith et autres palais des sports, avec une très bonne acoustique. Et vraiment, je me suis régalé. Ah, c'est dommage que Fifi ne soit pas là. Il est en vacances parce qu'alors lui, il est très calé. Il a c'est incroyable. En musique, c'est vraiment son domaine. Et je suis sûre certainement qu'il connaît ce groupe. Comment s'appelle-t-il? Tindersticks. Tiens, peut-être aller un petit clin d'œil comme ça à ceux qui s'occupent de la programmation musicale de l'émission et qui pourraient peut-être vous faire un petit plaisir un soir et nous le faire découvrir, ce groupe. Ce serait avec plaisir pour moi d'entendre Tindersticks sur Europe 1. Alors peut-être, on ne sait pas, pourquoi pas, on fera peut-être une demande. Voilà. Il y a Sergio qui lui aussi a noté la date du 21 juin, fête de la musique, ça tombe un mardi, et alors il fait de la percu, Sergio. Donc préparez vos boules caisses ce soir-là, âme sensible, s'abstenir. Hein. On pourrait se mettre ensemble pour faire une petite fanfare peut-être au téléphone. C'est ce que me dit Paul, là, il me glisse dans le casque, il me dit on pourrait faire un petit orchestre à l'antenne. Vous voulez qu'on perde définitivement tous les auditeurs? Pas possible, ça va pas aller. Pour la fête de la musique, tout est permis. C'est vrai, mais il y en a beaucoup qui souffrent d'acouphènes déjà, donc on va y aller mollo. Une petite fantaisie de temps en temps, ça n'a jamais tué personne. Hein. Mais dites-moi, vous nous appeliez, vous ne pas pour parler de musique, mais de cinéma ou...
je citais le groupe de Tindersix parce que c'est de la musique et le côté clairon m'a fait penser à ça, quoi. Oui, non, mais c'est bien de Alors, faire découvrir ce j'ai groupe. vu un très bon film, là, vous savez, c'est très rare quand je vais au cinéma pour un comédien ou une comédienne, mais il y a quelques exceptions, et l'une de ces exceptions, c'est Isabelle Huppert. J'adore Isabelle Huppert, je ne manque jamais ses films et je ne suis jamais déçu. Et son nouveau film qui est sorti la semaine dernière, qui a pour titre L'Avenir, j'ai trouvé ça très bon. L'avenir, c'est le portrait d'une quinquagénaire prof de philo à Paris, passionnée par son métier, mariée, 2 enfants, et elle partage sa vie entre sa famille, ses élèves et sa mère envahissante, maniaco-dépressive, ça n'arrange rien. Et un jour, son mari lui annonce qu'il part vivre avec une autre femme. Et confrontée à une liberté nouvelle, elle réinvente sa vie. Alors, malgré c'est ce passionnant, sujet si, c'est un sujet, oui, on se dit qu'il a déjà été traité de maintes et maintes fois, mais avec Isabelle Huppert. Voilà, Et qui est la mère? Qui interprète la mère? La mère, c'est Edith Scobb. Je connais pas. Oui, je la connais depuis très longtemps, Edith Mais Scobb. enfin, je dis pas, je verrai son visage peut-être. Oui, elle a un visage reconnaissable. Et en fait, malgré ce sujet triste, le film ne tombe pas du tout dans la dramaturgie. Le film nous promène très agréablement d'ailleurs à Paris, et sur la côte bretonne et dans le Vercors. En plus. Et comme d'habitude, Isabelle Huppert, toujours extraordinaire dans son côté naturel et dans l'expression de ses sentiments et de ses émotions. J'ai beaucoup aimé ce film. Il y a Frésia, juste avant, d'ailleurs, quand elle a entendu que vous alliez nous parler de cinéma, elle dit un film à voir absolument, c'est L'Avenir, donc avec Isabelle Huppert. Et là, elle est toute contente parce qu'elle dit, tiens, décidément, Yves a le même goût que moi, dit Frésia. Voilà, il est sorti la semaine dernière, alors? Il est sorti mercredi dernier, oui. Ah oui, mais tiens, ils l'ont pas mis au cinéma près de chez moi. Il va falloir que je regarde. Vous savez, je pense que c'est le genre de film qui sort avec peu de copies. Ah oui, c'est ça. Il passe pas partout. Hein. D'accord. Moi, je peux vous dire que s'il n'y avait pas le cinéma Le Méliès à Pau, il ne passerait pas à Pau. Hein. C'est un film qu'on ne voit pas dans les circuits commerciaux. Hein. D'accord. Mais parlons de ça, de mère possessive, et le film dans lequel elle avait joué, Isabelle Huppert, avec Benoît Magimel, où elle était terriblement névrosée avec sa mère, qui était Annie Girardot. Oui. C'était, vous allez me dire, c'était le film de... La pianiste. Voilà. Du Michael Haneke. Voilà, merci. Terrible, hein. Enfin, vous savez que, puisque vous me citez ce titre, j'ai un souvenir très, très troublant de ce film, parce que quand je l'ai vu, j'étais en vacances et je travaillais encore. Et sur le parking du cinéma, il y avait un attroupement, et je m'approche, il y avait des gens que je connaissais, je dis qu'est-ce qui se passe, il y avait des discussions assez féroces, et comment Yves n'était pas au courant? Et non, je sors du cinéma. À New York, il y a eu des attentats. Voilà, je l'ai vu le 11 septembre 2001. Ah oui, en effet, je comprends. Voilà, c'est pour ça que j'ai un souvenir très précis. Bien sûr. Surtout que c'est pas un film facile. Hein. Non, déjà sortant de ce film, oui, qui secoue, qui remue. Enfin, on en sort forcément secoué. Hein, toujours, souvent d'ailleurs avec Haneke. Hein. Haneke, c'est pas un tendre. Mais là, voyez, moi aussi j'étais au cinéma. On se souvient tous de ce qu'on faisait le 11 septembre. Mais moi j'avais vu un film beaucoup plus justement frais, enfin qui m'avait fait un bien fou. C'était Une hirondelle ne fait pas le printemps, avec Mathilde Seigné et Michel Serrault. Ah oui. Michel Serrault, oui. Oui. Alors il y a Osiris qui dit c'est toujours un plaisir de vous écouter. Il y a Marie qui dit vraiment merci à Yves pour ses bons conseils. Marie qui nous dit qu'Emma est une chanteuse et une pianiste classique de haut niveau. Vous voyez, elle a été très modeste. Elle nous a caché ça, Emma. Mais peut-être, j'espère qu'elle sera avec nous le 21 juin. Allez. Il y a déjà il y a Maria qui dit moi un concert de clairon à Tarbes avec Yves, mais j'y vais. Hein, je prends les billets déjà. Hein. Vous avez vos fans, hein, mon cher Yves, hein, vraiment.
Il y a Aurore qui me dit un orchestre le 21 juin, d'accord. Si moi je fais la majorette, oui. Alors là, non, là, on va basculer dans le trash et c'est pas possible. Il y a Mimi qu'on a eu hier soir qui dit si Yves est au clairon, alors moi je serai à la baguette, dit Mimi. Ils sont chauds bouillants, ils sont vraiment partants pour le 21 juin. Il y a Bambi qui aimerait bien que je chante un petit morceau en anglais, accompagné de vous au clairon. Là, je pense qu'on va vraiment faire fuir les derniers fidèles. Le dernier carré de fidèles ne va pas résister à ça. Mais bon, on peut s'entraîner quand même. On peut s'entraîner. Mais je précise que le clairon, c'est pas du tout la trompette. Ah non, on peut pas tout jouer. La trompette, c'est quelqu'un d'autre. Sur un autre, c'est Monsieur Bénichou, la trompette. Oui. Hein, bon, donc oui. On va lui laisser ça. Non, vous c'est le clairon. Et d'ailleurs, il y a Sabine qui dit le clairon dit va peut-être de la poussière, mais alors sa voix chantante, c'est toujours pour notre plus grand plaisir, vraiment. Écoutez, merci. Et Marie-Jeanne qui dit moi aussi je serai là le 21 juin. Vous avez vu la pression que ça vous met? Mais dis donc, oui, j'ai intérêt à être là. Bon, ça vous laisse un peu de 2 mois, 2 mois pour vous entraîner. Bon, vous savez. Mais allez, notez. Je le note. Bon, moi aussi, je vais réviser intensément mon anglais d'ici là. Notez le film L'Avenir, là, de Mia Hansen-Løve. Elle est bien, cette fille. Elle n'a que 35 ans. Elle fait de bons films. Et Isabelle Huppert, toujours extraordinaire. Moi, ça me donne vraiment envie d'y aller. Oui. Vous savez, j'ai vu d'ailleurs Saint-Amour. Vous nous en aviez parlé. Avec Benoît Poelvoorde et Gérard Depardieu. C'est vrai, je l'avais vu l'avant-première. Oui, je me souviens très bien. Et moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est un film très tendre. Ils sont formidables tous les deux. Oui. Et c'est vrai qu'il y a une critique qui avait dit il n'y a pas que le vin qui coule à flot, il y a la tendresse aussi. Et c'est vrai que c'est un très très beau film, vraiment. Et je trouve que le titre est bien choisi. C'est les vignobles du Beaujolais, mais c'est un film d'amour. Mais c'est un film, il y a beaucoup d'amour. Et c'est vrai que le duo Depardieu et le père de Benoît Poelvoorde, il y a une tendresse entre ces deux-là. Je me suis réconcilié avec Depardieu avec ce film. Je l'ai trouvé formidable. Je comprends. C'est un très grand acteur. Et ce qui est formidable dans ce film, c'est que Depardieu, son embonpoint dans le film, ça lui va très bien. Ah oui, il est formidable. Oui, non, mais vraiment, vraiment. Ceux qui ne l'ont pas vu, vraiment, allez ici. Depardieu, c'est un grand comédien. Moi, ça a été mon idole dans les années 70-80. Maintenant, ça m'est un peu passé, mais dans Saint-Amour, il excelle. Oui, c'est vrai. Il a un rôle très discret. Oui, c'est ça. C'est aussi ce Depardieu-là qu'on aime, et je pense, il est plus dans ce côté grande gueule, les phrases, il y a cette tendresse. Bon, mon cher Yves. Voilà. Vous avez du pain sur la planche, il va falloir peut-être, si vous allez continuer à aller au cinéma, mais il va falloir vous entraîner là. Dès demain, je m'entraîne. J'ouvre la fenêtre et je vais jouer dans la rue. J'espère que vous n'allez pas être expulsé d'ici le 21 juin, quand même. Je vous embrasse. Et on note, le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. À bientôt, Yves. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Bonsoir Raymond. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, écoutez, je voulais vous parler un peu de ma mère, des relations de ma mère et de moi. Oui. Mais d'abord, pour que vous vous situiez un peu, il faut que je vous explique en 2 mots. Je vais essayer de récapituler les choses très, très concrètement. Oui. Voilà, je suis née à la Martinique. Oui. Bon, ma mère m'a laissé à l'âge de 9 mois à ma grand-mère. Et elle est partie en France parce qu'il y avait ce qu'on appelait à l'époque le Bumidum. C'est quoi? Le Bumidum. C'était le général de Gaulle qui avait institué ça pour faire venir des gens qui voulaient travailler. Oui. Et ensuite, ils faisaient venir leurs enfants par la suite. C'était familial. D'accord. Oui. Et donc, votre mère a saisi cette occasion
d'aller travailler en métropole. Il y a 9 mois, ma grand-mère. Oui. Ma grand-mère étant décédée, c'est ma tante qui m'a accueilli, ensuite ma grande-tante. Et ensuite, comme ma grande-tante était décédée, elle m'a fait rentrer en France à l'âge de 8 ans. Oui. Donc, et vous n'aviez pas vu votre mère entre-temps ? Pas du tout. Oh là là. Oui. Donc, l'ayant arrivé à l'aéroport, mon oncle m'a dit, voilà, c'est ta mère. J'ai dit, bonjour maman, voilà. Elle m'a habillée, elle m'a mise à l'école, elle s'est bien occupée de moi, je n'ai rien à dire de ce côté-là. Mais côté affectif, il n'y avait rien. Ah oui, elle n'était pas du tout tendre et affectueuse avec vous. Et pour vous, c'était comme une étrangère finalement que vous retrouviez ? Absolument. C'est... Jusqu'à maintenant d'ailleurs. Vous avez toujours votre maman ? Pardon ? Vous avez toujours votre mère, elle est... Oui, ma mère est toujours vivante. Oui. Et donc, moi, je suis restée avec elle jusqu'à l'âge de 16 ans. À 16 ans, je lui dis, parce qu'elle était plus femme que mère, je lui dis, écoute, tu me fais émanciper. Ah oui, à ce point-là. Et à 16 ans. Et j'ai pris ma première petite chambre de bonne à 16 ans. Dites-moi. Et j'ai été travailler. Vous étiez sacrément courageux d'oser affronter le monde comme ça, ou sacrément malheureux pour finalement pouvoir partir. Et oui, Caroline. Et j'aurais pu tourner mal, mais Dieu merci, j'ai toujours essayé de travailler dans ma vie. À l'âge de 18, j'ai travaillé à la Beaujolaise Végaprix, laiterie parisienne, Viniprix, comme commis de magasin. Ensuite, à 18 ans, je me suis fait faire un devancement d'appel dans l'armée. Je suis rentré dans les commandos parachutistes. Ouh là là, c'est très dur, c'est le plus dur, je crois. Hein. J'ai fait 18 mois d'école, à l'école des sous-officiers. Je suis sorti sergent, je suis parti en Afrique. J'ai fait une bonne partie de l'Afrique. Et puis, après mon service militaire, j'ai eu un enfant avec une femme de Pau, puisque l'école des troupes aéroportées était basée à Pau. L'étape, école des troupes aéroportées. Et cette femme m'a dit, c'est un enfant chantage, elle m'a dit, si tu veux te marier avec moi, tu reconnaîtras ton fils, sinon tu ne le reconnaîtras pas. Moi j'ai fait des pieds et des mains, et j'ai reconnu mon fils, j'ai eu la garde. Ah oui ? Et pourquoi ? Parce que... Je faisais partie de l'un des premiers hommes qui avait la garde. Oui, j'allais dire à cette époque, je ne sais pas, quel âge vous avez pour situer près d'un 60 ans. Vous aviez 20 ans, mais aujourd'hui, vous avez quel âge ? Une soixantaine d'années ? Aujourd'hui, j'ai 59 ans. 59 ans, pardon, oui, je vous vieillis, d'accord. Non, c'est pas grave. Oui, c'était très rare à l'époque, des pères qui obtenaient la garde. Très rare. J'ai eu la garde de mon fils, j'ai pris 2 avocats grâce à mon commandant. Vous vous êtes battu pour pouvoir élever cet enfant. Parce qu'elle n'était pas en mesure d'élever un enfant. Et oui, et vous connaissiez bien le problème, vous. Et puis j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont aidé, des gens que j'ai connus dans les années 76 jusqu'aux années 81, qui m'ont beaucoup aidé, des femmes que j'ai connues, j'ai mené ma vie, mais tout en essayant de donner le maximum que je puisse donner à mon fils. Vous avez été un bon père pour lui. Ah, maintenant, je l'ai emmené en Martinique, je l'ai appris à parler créole, je lui ai appris à danser antillais, je lui ai appris à faire la cuisine, à respecter une femme. Je lui ai donné la base que mes grands-parents m'avaient donnée. Oui, parce que de votre grand-mère, de vos grands-parents, vous avez reçu là beaucoup de la tendresse, de l'affection. J'ai reçu une éducation vraiment stricte. Stricte, mais où il y avait de l'amour, néanmoins, où il y avait des valeurs, il y avait de l'amour, il y avait la valeur des choses.
Et puis, maintenant, depuis, je vais vous dire honnêtement, depuis une vingtaine d'années, ma mère et moi, on se voit, je vais la voir, on discute. Si je viens la voir 3 fois par semaine, ça l'agace. Pourquoi? Elle trouve que c'est trop? Parce qu'elle n'est pas habituée avec moi et puis elle a peur que je lui reproche des choses. Ah oui, parce que vous avez tendance à revenir sur votre histoire. Oui. Donc, ça l'agace et puis elle ne supporte pas. C'est une vieille dame maintenant. Elle a quel âge, votre maman? Ma mère, elle a 79 ans. Oui. Et oui, elle est têtue. Et moi, je n'aime pas me laisser faire non plus parce qu'elle a des arguments et moi, j'en ai aussi à lui donner. Et c'est comme ça, c'est... Un jour, ça va, le lendemain, elle me sort des choses ou je lui sors des choses, etc., etc. Oui, votre lien est compliqué, vous avez du mal... C'est compliqué aussi pour vous, évidemment. Enfant, ça a dû être un déchirement d'être arraché quand même à vos grands-parents, à votre grand-tante. Je ne sais pas comment ça se passe avec elle. Et de retrouver une mère qui vous était complètement inconnue et aussi dans un environnement radicalement différent. Tout ça est quand même très déstabilisant. Et pour votre mère, il faut dire que quitter un bébé et retrouver un enfant, un jeune garçon de 8 ans, là aussi, il y a des étapes qui sont difficiles à rattraper. Absolument. Qui ne veut pas dire qu'elle ne vous aimait pas, puisque vous dites elle s'est occupée de vous, elle a fait en sorte de... Elle a fait le nécessaire. Oui, c'est ça. Elle m'a habillée, elle m'a nourrie. Oui, mais je n'ai jamais eu le droit d'avoir des copains, des copines. C'était à la maison. Jamais elle m'a fait un petit gâteau d'anniversaire. Elle vivait seule? Vous viviez seule avec elle ou J'avais des beaux-pères. Et c'est parce que j'avais des beaux-pères avec qui je ne m'entendais pas, puisque je vous ai dit, il était plus femme que mère. Oui. Donc un jour, moi, je lui ai dit, écoute, on va au commissariat, tu me fais émanciper. Oui, c'est pour ça. Et moi, je te causerai pas de problème. À l'époque, on trouvait du travail facilement. Donc moi, j'étais faire commis de magasin dans toutes les sociétés. C'est ça. Oui, vous nous avez expliqué. Est-ce qu'en amour, vous avez été plus heureux finalement avec vous parlez de cette femme qui vous a fait un peu un enfant dans le dos, comme on dit familièrement, même si vous avez été un bon père. Je ne voulais pas d'enfant. Oui, mais ça ne vous a pas empêché d'être un bon père. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous vivez seul aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en couple? Aujourd'hui, je suis mariée. D'accord. Et comment ça se passe? Ah, en effet, oui. Alors, c'est une longue histoire. Au départ, avec mon épouse, ça marchait très bien. Mais le fait qu'elle n'a pas pu avoir d'enfant, parce qu'elle avait de l'endométriose, ça l'a en effet, oui. L'intérieur du corps. Ensuite, on est allé voir une grande spécialiste qu'on appelle le docteur Belaïch à Saint-Cloud, qui lui a dit ne donnez pas de nom, s'il vous plaît, de Raymond, de nom de médecins et d'autres, voyez. Voilà. Vous n'aurez pas d'enfant parce que vous avez un utérus gros comme un pamplemousse. Je ne veux pas vous faire perdre votre argent, ni votre temps, ni moi mon temps. Bon, et c'est depuis que ça s'est dégradé avec mon épouse. Oui, ça a été très douloureux pour vous. Moi, je me voyais avec 2, 3 enfants. Et pourtant, on s'entend très bien, jusqu'à il y a encore quelques années. Maintenant, nous faisons chambre à part depuis plus d'une dizaine d'années. Mais c'est la femme qui est très portée sur la religion. C'est-à-dire, elle va à l'église, tout, dès qu'il y a des conférences, elle y est et tout, et moi, je passe à côté. Oui, elle a trouvé un réconfort dans la religion, finalement. Voilà. Quand vous dites que vous passez à côté, c'est-à-dire que... Je passe au second plan. Oui, c'est Dieu et à toute la place. Je suis très, très malheureux de cela. Parce que je pense trouver en elle quelqu'un, même si nous n'avions pas d'enfants, puisque nous avons déjà ce qu'elle m'a aidé à élever.
Même si nous n'avions pas d'enfants, mais au moins qu'on s'entende bien. Mais ça veut dire que vous ne vous entendez plus bien? C'est-à-dire qu'avec vous, vous disputez? Ou parce que j'ai bien compris que la religion a pris une très... Non, vous ne vous disputez pas pour autant. Non. Mais elle n'est pas tendre avec vous. Les rapports intimes ne sont pas comme les rapports d'un couple normal. Vous n'avez plus de rapport, en fait, c'est ça? On n'a plus de rapport. Elle, en plus, avec ce problème d'endométriose, pardonnez-moi, c'est une maladie qui est très taboue, dont on parle peu, un peu plus heureusement aujourd'hui, mais qui rend aussi les rapports sexuels douloureux souvent. Hein. Donc ça n'a pas dû aider. Elle a été opérée et tout. Oui, mais enfin. Mais quand même, ça doit jouer parce que ça crée beaucoup de douleurs et notamment lors des rapports sexuels. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Mais elle a été opérée, tout va bien, mais elle ne veut pas entendre parler. Bon. Mais est-ce que vous arrivez à garder quand même une certaine forme de tendresse entre vous deux? Est-ce que nous avons de la tendresse. Ah, c'est important, d'attention, de vous être prévenant. Mais moi, étant un homme, je demande un peu plus. C'est normal. Parce que quand même, j'estime qu'un couple, ça a des relations intimes et que... Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. C'est une femme qui n'acceptera jamais, et, excusez-moi, je ne sais pas si je peux le dire, mais me faire une fellation. Jamais. Ça n'a jamais été. Alors que moi, je fais tout. Bon. Ensuite, mais nous nous entendons bien pour l'argent de la maison, nous avons un compte commun pour diriger la maison, nous avons chacun notre compte à côté pour nos sous-personnels, nous nous entendons très bien sur ce plan-là. Oui, mais chez vous, il y a cette frustration sur le plan sexuel. Mais moi, j'ai une frustration, je ne me sens pas un homme avec elle. Oui. Ben oui. Et ça, elle n'en souffre pas parce qu'elle a une compensation ailleurs. Oui. Et moi, ayant été élevé sans amis, sans copains, sans copines, eh bien, je suis toujours dans ma chambre, regardant la télévision, écoutant la radio. Je vous écoute très, très souvent sur numéro 1. Hein? J'écoute les gens qui parlent et tout ça, et je me suis dit, je vais prendre le taux par les comptes. J'aime pas raconter ma vie, mais je vais quand même. Vous aviez besoin d'en parler. Oui, parce que cette solitude vous pèse. Oui, oui. J'ai pas d'amis à qui m'exprimer, à qui discuter sincèrement du fond. Ça vous manque, vous aimeriez pouvoir, ça vous manque vous avez besoin d'échanger, de partager, Absolument. Ah oui, je comprends ça. Absolument. Et je n'ai personne dans mon entourage. Alors comment vous pourriez faire? Je ne sais pas où vous habitez. Vous pouvez garder un anonymat relatif. Oui, j'habite Paris. Ah, alors dans une ville comme Paris, il y a plein de choses à faire et il y a peut-être plein de possibilités de vous connaître des gens. Tenez-vous bien, quand j'ai quitté l'armée, au bout de 18 ans, j'ai passé 18 ans dans les commandos parachutistes. Bah oui. Je suis rentré en 1981 à l'hôpital Bichat, où j'ai commencé comme brancardier. J'ai passé mon examen d'aide-soignant, j'ai fini infirmier, j'ai pris ma retraite à 55 ans. J'ai fait quand même mon petit bonhomme de chemin. Mais sacrément, je trouve que vraiment, Raymond, vous avez une vie très remplie. Une vie, vous avez fait preuve de beaucoup de courage. Vous êtes lancé. Ça a été une vie aventureuse. Ça a été une vie très remplie, je trouve. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes encore jeune, je trouve, et en bonne santé. Donc tant mieux, semble-t-il, pour. Merci. Exactement. Donc à 59 ans, n'avoir pour horizon que les murs de votre chambre. C'est là où Nous avons un grand appartement. Je ne peux pas dire que je manque de quoi que ce soit. Je ne suis pas riche, mais je vis. Si j'ai envie de manger une entrecôte aujourd'hui, je mange une entrecôte. Nous mangeons. Je veux faire des courses en gros. Il y a tout ce qu'il faut à la maison. Oui. Voilà. Oui, mais il vous manque vous avez un besoin de relation. Voilà. J'ai besoin d'avoir des gens qui puissent
parler avec moi, discuter un peu avec moi. Qu'est-ce que vous aimez faire, vous? Qu'est-ce qui vous intéresse? J'ai pas de frère, j'ai pas de sœur. Ma femme n'a pas de frère, n'a pas de sœur. Mais est-ce que vous pourriez pas faire partie je sais pas, de quelque chose en fonction de ce que vous aimez faire? Si vous aimez, je ne sais pas, est-ce que vous avez été dans les commandos para? Est-ce que vous avez continué à faire du sport ou pas? Oui. Je suis très sportif. Bon. Et alors vous faites du sport où? Voyez-vous, je suis quelqu'un de très réservé, très timide. Et je n'ose pas aller vers les gens. J'ai des gens qui me parlent, mais c'est bonjour, bonsoir, et puis je continue mon chemin. Alors que je sens que ces gens-là voudraient discuter un petit peu plus avec moi. Eh ben alors, pourquoi vous leur proposez pas de dire, je vous trouve sympathique, est-ce que vous auriez le temps de prendre un verre? Je n'ose pas, c'est dans mon éducation, on m'a tellement enfermé, on m'a tellement gardé. Oui, mais ça vous a pas empêché. Les amis, ça vous entraîne dans les problèmes, que ce soit des hommes ou des femmes, etc. Donc moi, j'ai gardé toujours cette mentalité et je suis très seul, très renfermé sur moi-même. Oui, mais ça ne vous empêche pas d'être sympathique aux yeux des gens, puisque vous dites que quand vous parlez, les gens seraient prêts, s'attarderaient, donc ça montre qu'ils apprécient votre compagnie. Si quelqu'un me parle, je suis très ouvert, j'entame la conversation. Mais comme vous savez maintenant, les gens sont très méfiants. Et quand vous parlez à quelqu'un, je vais vous donner un exemple. Si je fume une cigarette et j'ai oublié mon briquet, je demande du feu à quelqu'un, la personne me dit non, j'en ai pas, même s'il a une cigarette à la main, il court. C'est pareil, parfois à Paris, les gens sont très pressés, c'est vrai, ils courent beaucoup malheureusement. Mais on tombe quand même Raymond, on tombe toujours quand même sur des gens sympathiques. Vous-même, c'est le poids de votre éducation qui fait que vous avez vous-même un peu cette méfiance et cette réticence. Peut-être que pour surmonter cela, vous pourriez, à travers, je sais pas, la mairie de votre arrondissement, voir les activités qu'elle propose, si par rapport au sport, jouer aux cartes. Faire des sorties, d'aller faire des sorties, puisque j'ai travaillé, je suis maintenant à la retraite, j'ai une carte qui me permet d'aller faire des sorties, de sortir un peu. Mais bon, le problème, c'est que j'aimerais, si c'est possible, il y a des gens qui m'attendent et qui veulent bien communiquer avec moi, vous pouvez leur laisser mon numéro, qu'ils m'appellent et qu'on puisse discuter, je puisse me faire des amis, IE ou I, pour discuter. Oui, vous aimeriez par le biais, puisque vous connaissez bien l'émission, de lancer un peu un appel aux auditeurs de la Libre Antenne et qui aimeraient entrer en relation. Et alors en plus, si j'ai bien compris, l'appel est lancé, il nous reste moins d'une minute, donc vous faites bien de le dire maintenant, mon cher Raymond, 39-21, mais là ça se termine, donc plutôt demain, parce que 39-21 maintenant, l'émission à 1h, là c'est terminé, vous n'avez plus accès au standard. En revanche, demain, dès 21h30, vous pouvez appeler le 3921, bien sûr, pour donner vos coordonnées si vous souhaitez entrer en relation avec Raymond. Vous pouvez également envoyer des mails, europe1.fr, ou des SMS au 7 39 21, mais c'est pareil, maintenant, soit demain. Et n'importe quand, sur le répondeur de l'émission, 3921, vous pouvez faire ce numéro dans la journée également, mais surtout, laissez bien le numéro de téléphone. On se fera un plaisir de vous les transmettre, mon cher Raymond, d'autant qu'en plus, quand même, vous dites, vous avez inculqué à votre fils la cuisine créole et tout, des valeurs. Donc, bon, et on sent que vous êtes quelqu'un de charmant, de très agréable, avec qui on peut discuter. Donc j'espère et je pense que vous aurez des appels. D'accord ? Je vous remercie beaucoup. Bon, c'est moi qui vous remercie de votre confiance. Et je vous remercie de m'avoir écouté. C'était un plaisir, Raymond. Au revoir, merci. Bonne nuit à vous. Au revoir. Très bonne nuit à vous. À demain, bien sûr. Il est maintenant 1h du matin sur Europe 1. Et je vous laisse en compagnie de Jean-Marc Morandini.